Bien. Alors, vous avez demandé l'arrivée de la Commission internationale d'enquête des Nations Unies. Est-ce que vous acceptez les conclusions? Vous acceptez ce rapport? En général? Oui, ce rapport, comme je ne l'ai pas lu, il peut y avoir quelque part des contradictions. Et donc d'emblée, l'accepter sans voir le contenu, ce serait un peu problématique. Mais ce qui est important, oui, c'est que cette commission a fait un travail, quand bien même qu'on peut dire que quelque part, il y a eu certaines parties qui n'ont pas été bien, mais cette commission, j'estime, elle a été une commission qui est venue se renseigner et qui a fait un travail de fond aussi. Très bien. Voilà. Et tant bien que mal, vous convenez avec moi que nous pouvons exploiter les deux rapports tant national qu'international? Je veux dire simplement, est-ce que vous êtes d'avis que on peut exploiter le rapport national d'enquête? Oui. Monsieur Camara. Oui. Est-ce qu'il y a une œuvre humaine parfaite? Non. Bien. Monsieur Camara. Oui. Hier, vous avez dit, vous avez délégué des ministres, santé, sécurité, défense, etc. Vous serez d'accord avec moi que, et même vous, si vous posez des actes, je ne parle pas sur le plan pénal, vous engagez l'État guinéen, c'est-à-dire en tant que chef d'État, si vous prenez un décret, vos ministres prennent des arrêtés et des décisions, le Parlement ou d'alors prenez des lois, est-ce que vous êtes averti, vous êtes économiste, mais un peu, vous avez beaucoup de rubans de juristes, que cela engage l'État en tant que personne, première personne morale publique en droit interne? Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Monsieur Camara, lors de vos réponses, vous avez parlé beaucoup de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Souvent, vous parlez de la Cour pénale internationale, etc. Qu'est-ce qui vous a animé chaque fois revenir sur ça? Parce que cette Cour, je me dis qu'elle c'est une Cour qui fait son travail. Et si je prends juste l'exemple du président Laurent Gbagbo, je me dis que cette Cour, quand bien même qu'on peut penser qu'elle est ceci, cela, mais je suppose que cette Cour est sérieuse à partir des faits, des preuves, et sans trop rentrer dans les détails. C'est pour ça, à cette époque, j'ai essayé de faire appel à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, quand elle vient dans un pays, elle ne connaît pas Paul ni Pierre. Donc elle vient, elle fait son travail, une cour indépendante. Alors, donc, c'était ça ma pensée par rapport à cet événement, que cette cour vienne vraiment faire la part des choses.
Bien. Et mon capitaine, vous vous rappelez que lors de votre première comparution, c'était au Burkina, à la date du 8 juillet 2015, j'ai le procès verbal. Est-ce que vous vous rappelez que lors de cette première comparution, les juges ont fait le déplacement là-bas? Ça ne doit pas vous fâcher. Je n'aime pas que vous fâchiez, quoi. Que vous avez été inculpé, même si c'est requalifié, que vous avez été inculpé sur la base de l'article 28 du statut de Rome du 17 juillet 1998. Vous vous rappelez de ce procès verbal? Première comparution. Ouais. Vous vous rappelez de cela? Ouais. Mais vous pouvez me passer. Oui, je peux vous donner. Très sincèrement, à votre conseil, qui va, vous pouvez garder jusqu'à la fin des débats. C'est quoi? C'est quel acte, s'il vous plaît? Le PV. Non, c'est dans j'ai tiré ça, je crois, de la clé. En tout cas, j'en ai. Son PV de première comparution. Voilà. Mais c'est pas un témoignage. Hein. Bien. C'est votre PV. Ouais. Bon, c'est pour vous. Je vous donne ça, même après une semaine, c'est pas grave. Je vous donne cette copie. Je continue les questions, si vous permettez. Bon. C'est bon? C'est bon. Merci. Expliquez-moi cela un peu là. Que les hommes du général Sekouba Konaté étaient en mouvement ce jour. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Maître, merci pour la question. C'est un langage militaire qui a... Le langage a des portées aussi graves lorsqu'on dit des hommes en mouvement, parce que la commune de base en elle-même, lorsqu'on apprend le soldat, dans le règlement, on dit les hommes en mouvement sans armes. Ça veut dire que l'allure martiale, il faut apprendre le militaire sans armes. Lorsqu'on dit mouvement avec armes, c'est maintenant, cette fois-ci, c'est avec l'arme et le maniement. Et le maniement. Alors, ce passage, et lorsque M. Aboubakar Sédiki Toumba Diakité dit, dans son PV, extrêmement important, il dit que la présence de Sekouba Konaté dans cette localité n'était pas justifiable. Ça, c'est un. Il dit, ce qui veut dire que sa présence n'était pas justifiable. Deuxième point, qui est extrêmement important, que la Cour, avec sa sagesse, doit prendre compte, il dit, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le PV de M. Aboubakar Toumba Diakité qui dit qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les éléments de Sekouba étaient en mouvement. Mouvement, ça veut dire avec armes. Armes et munitions. On n'a pas besoin d'aller, comment dirais-je, à Zakata pour comprendre. Alors, le pays n'est pas en guerre. Le ministre de la Défense, sachant qu'il avait un événement en cours, il prend son avion, il laisse derrière lui ses hommes. Ces hommes abandonnés ou pas, bon, c'est trop dit. Ça veut dire quoi? Ces hommes en mouvement.
quand les militaires sont en mouvement, il y a plusieurs positions. Et ce qui m'a d'ailleurs douté, maître, qui a attiré mon attention, parce que quand on parle devant les civils ne peuvent pas tellement prendre l'importance. Lorsque M. Aboubakar Sidiki Toumba Diakité dit qu'il était à ma recherche, on est d'accord, mais une recherche, plus de 5 barrages, il faut au moins plus de 5 à 10 personnes pour lever ces barrages. Il n'a pas eu l'occasion de demander le premier barrage. Il sort jusqu'au dernier portail, le camp Al-Faya. Toujours, il cherche son président. Monsieur Camara, il va, oui. S'il vous plaît, il veut savoir, c'est quoi les hommes en mouvement? Les hommes en mouvement, c'est les hommes qui sont en armes, maître. Les hommes qui sont en armes, qui ont les munitions avec eux, et même, on peut le dire, les poignards. D'autres questions? Bien. Je vous remercie. Qui sont prêts à combattre. C'est bon, je suis satisfait. Mais, monsieur Camara, je voudrais vous demander, le général Sekouba Konaté, et c'était au camp Al-Faya ou bien c'est à Taouya qu'il était basé, sa base, parce que vous étiez au camp, etc. Merci, maître, pour la question. Et comme je l'ai dit, je ne dirai pas quelque chose ici devant le tribunal, devant l'auguste tribunal, accuser les gens. Selon M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, il dit clairement que les éléments de Sekouba étaient au quartier et d'autres étaient en location. Et effectivement, Sekouba n'a jamais eu ces hommes casernés au camp Al-Faya. Il était où? Au camp il était ou bien à Taouya? Il était à Taouya, à son domicile. D'autres questions, maître? Très bien. Monsieur Camara, oui. Nous avons un témoin. Peut-être il va venir. Je voudrais savoir si vous êtes informé que le 28 septembre, des hommes ont quitté vers sur le général Sekouba Konaté en direction du stade. Vous avez cette information? Non, je n'ai pas cette information, maître. Ok. Merci. Et revenons maintenant sur Kaléa. Je ne veux pas retarder. Pourquoi vous avez instruit au général Sekouba Konaté de respecter le quota par région naturelle? Pourquoi vous avez fait ça? Vous l'avez instruit. Je l'ai fait dans le but de l'équilibrisme ethnique. Parce que le pays, depuis notre indépendance à date d'aujourd'hui, notre pays a souffert de cela. C'était dans le souci de passer dans les 4 régions naturelles, faire le recrutement et que chaque Guinéen se retrouve dans cette incorporation, comme le feu général Nansana Conté l'a fait en 90 par rapport au recrutement. Bien, je suis satisfait. Alors, lorsqu'il a fait le recrutement, les quotas par région naturelle, c'était comment? C'est-à-dire la Haute-Guinée, que je connais très bien, la Basse-Côte, le Fouta et la Forêt. Quel était le nombre par région naturelle? Si vous vous rappelez. Hein? Et mettre à ce niveau par rapport à ce quota, oui. Moi je n'ai fait que lui donner les grandes lignes. J'ai dit, fais ce recrutement au niveau des 4 régions naturelles. C'est à lui de fixer les quotas de chaque région. Mais
Cela n'a pas été fait. Il a procédé à son recrutement comme bon lui semblait. Bien. Vous êtes informé que, ou si vous avez lu, vous avez des conseils, éminents conseils, que le général Sekouba Konaté, y compris vous-même et le commandant Toumba, la commission a demandé que des enquêtes soient faites à son égard. Vous êtes informé de cela? Non. Moi, j'épargne le tribunal et tout le monde. Je vous passerai une copie de ça, si vous voulez. Personnel. Vous allez lire la page 52. Je ne lis pas. Donc, alors, est-ce que vous êtes informé? Parce que vous avez dit que vous écoutez la presse. Je vous donnerai beaucoup de pièces. Qu'à la date du 26 septembre 2017, je dis bien 2017, que des victimes ont introduit une plainte devant ce tribunal. Vous êtes informé? Voilà la plainte. Enregistrée en bonne et due forme au tribunal. Vous avez cette information? Contre qui? Contre le général Sekouba Konaté. Non, c'est ma première nouvelle. Alors je vous informe, c'est un document des victimes. Alors, vos conseils vous ont informé que le pool des juges d'instruction sont prononcés sur cette plainte. Vous n'avez pas eu information? Non, je n'ai pas eu cette information. L'information seulement... Est-ce que vous savez, il y a une ordonnance qui a été rendue en la matière concernant le Sekouba, général Sekouba Konaté. Une ordonnance a été rendue disant on refuse d'informer. Alors, est-ce que vous savez les victimes, par l'organe de leur conseil, ont relevé appel devant ce tribunal en ce moment? Vous êtes informé de cela? Non, maître. Bien. Vous êtes averti que cet appel, comme la loi le prévoit, le code de procédure pénale, que cet appel a été signifié par voie d'huissier à monsieur le procureur de la République d'alors, c'était, je le nomme, monsieur Sidi Suleiman Diaye, qui était procureur. On lui a signifié, on a signifié la lettre d'appel au domicile du général Sekouba Konaté. Vous êtes informé de cela? Non, maître. Bien. Monsieur Camara, est-ce que vous savez que il y a eu exigence ferme, avec menace, avec représailles, avec humiliation, avec privation d'argent, qu'on m'a exigé de retirer cette plainte? Vous êtes informé de cela? Non. Est-ce que vous savez? J'ai dit à ces personnes-là qu'au prix de ma vie, on est tous bientôt, on ira de l'autre côté, là où les généraux Lansana Conté sont. Donc, vous n'êtes pas informé de cela, M. Pépé Afeka? Est-ce que vous êtes informé que ces pressions, que ces menaces, que ces suppressions de voyage ont été faites, un, par la FIDH, deux, par l'OGDH, trois,
Paravipa. Voilà ces organisations. Vous ne savez pas cela? Je ne le sais pas. J'évolue. Vous aurez toutes ces pièces. C'est déjà préparé. Mon ancien chef de l'État, est-ce que vous savez que moi je suis convaincu que monsieur le procureur général, monsieur Conté qui est là, il va réveiller le dossier. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Non. Moi je pense qu'il va le faire. Bon, maître, est-ce que vous pouvez parler maintenant de cette affaire? Bien. Parce que vous êtes dans une autre affaire. Et je vous comprends, monsieur le président. J'accepte. Monsieur Camara. Oui, bien. Et je vais terminer. Ces 3 questions. Ou est-ce que vous pouvez faire plus d'efforts beaucoup plus d'efforts pour contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire? C'est-à-dire, je vous le dis, en toute sincérité. Est-ce que vous pouvez faire des efforts pour contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire? Oui, je m'y efforcerai. Par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir les victimes, voir le chantier qui nous intéresse, la réconciliation nationale? Oui, je vais m'y efforcer. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes convaincu que nous ne sommes aucun avocat, je pense, de la partie civile, même s'il y a des écarts de langage, ça arrive, c'est la jeunesse. On n'est pas contre vous. Vous êtes convaincu de cela? Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis contre aucun accusé. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes convaincu de cela? Oui. Donc, en toute honnêteté, je vous pose, je suis vers la fin. Pendant les 13 ans, les informations que vous avez reçues, tel a participé, tel a participé, tel a participé. Est-ce que, même si vous ne le faites pas publiquement, vous dressez une liste, vous adressez au président du tribunal et peut-être on peut évoluer. Si vous pouvez faire ça, c'est bon. Je voudrais vous demander que si vous êtes convaincu que moi, que voilà, je ne varierai pas. Que ce que je veux, que dans ce procès, qu'après une décision, comme vous le voulez que les Guinéens se retrouvent ensemble, c'est ça l'objectif. Vous voulez, je veux poser une autre question. Pensez-vous pas que nous devons arrêter ce cercle vicieux? Ouais. Pensez-vous pas que nous devons penser à nos petits-enfants? Ouais. Aux générations futures? Ouais. Et que
le chinois, le français, l'américain, l'ivoirien, etc. Se bagarrent au niveau de nos ambassades pour avoir des visas. Vous allez, je veux dire quoi? Ne pensez-vous pas que ces procès, c'est une belle occasion pour quitter le stade de discours et de faire embrasser, réunir les Guinéens? Pensez-vous pas comme ça? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des informations concernant, sincèrement, même si ce n'est pas aujourd'hui, les fosses communes là, les disparus? Est-ce que vous avez des informations, en toute honnêteté, que vous avez apprises? Il y a une fosse commune à tel endroit, à tel autre endroit. Est-ce que vous pouvez nous dire, ou même après dire au tribunal, est-ce que vous pouvez le faire? D'après les informations que vous avez reçues. Quelle est la question? La question, si M. Camara, pendant ces 13 ans, si vous avez reçu des informations par les réseaux sociaux, par les radios, la télévision, vos amis, qu'il semblerait il y a des fosses communes à tel ou endroit, Bafan, etc., vers l'aviation militaire, etc., etc. Si vous avez ces informations, vous portez à la connaissance du tribunal. C'est si vous savez, vous êtes informé. Est-ce que vous avez des informations à donner au tribunal sur les fosses communes? Monsieur le Président, en toute sincérité, sur tout ce qui m'est cher, je le dis au nom de ma prière. C'est la seule chose qui me reste dans cette vie. Rien d'autre. D'accord. Je n'ai aucune information. Si j'avais des informations sur... D'autres questions, maître? Bien. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez confirmer, réitérer quand même, vous l'avez dit, qu'il y a eu des tortures au camp Koundara? Je crois que vous l'avez dit aujourd'hui ou hier, quand vous avez parlé de la protégée du fait général Lansana Conté. Vous avez effectivement, je crois, si je n'ai pas bien compris, peut-être, qu'il y a eu des tortures au camp Koundara quand même. Vous avez eu des informations. Vous pouvez confirmer cela? Oui, je peux confirmer, maître, parce que moi-même, je me suis déplacé à l'époque. Je suis allé voir Madame Aïcha, la fille adoptive du fait général Lansana Conté. Je lui ai demandé des excuses. D'autres questions? Et je crois que cette femme était... Oui. C'est bon, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez fini avec vos questions, maître? L'audience est suspendue. Le tribunal criminel, veuillez vous lever s'il vous plaît.
L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et autres. M. Moussa Dadis Kamara. Asseyez-vous, M. Kamara. La partie civile avait la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Merci vraiment. Capitaine Moussa Dadis Kamara. Présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une constance que vous avez demandé durant les longues années à venir ici au service de la justice de votre pays? Est-ce que cela est vrai et constant? Parfait. Lors de votre interrogatoire de première comparution du 8 juillet 2015, vous avez indiqué vouloir livrer votre part de vérité. Est-ce que c'est exact également? Oui. Ici également, et on peut vous le concéder, vous avez indiqué que vous ne demanderez pas pardon sans qu'il y ait justice. Une fois qu'il y ait justice, vous demanderez pardon. Tout à fait. Part de vérité et justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi également que pour qu'il y ait justice, il faut au moins une certaine vérité? Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à livrer cette vérité au tribunal? Comme toujours. Donc mes questions vont porter comme d'habitude exclusivement sur les massacres du 28 septembre. Parfait. Capitaine Moussa Dadis Kamara. Oui. À quel moment vous avez appris que les leaders allaient organiser un meeting d'information? Maître, j'avais déjà parlé de ça. Je ne voudrais plus revenir là-dessus. Ok. Est-ce que vous êtes au courant quand même, depuis le 23 septembre, les leaders, le comité d'organisation avait envoyé une lettre d'information? Que depuis le 23 septembre 2009. Oui. Savez-vous ce qui était inclus dans cette lettre, cette demande d'information? Non. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de l'obtention de la salle du stade du 28 septembre et de la sécurisation du lieu? Ce n'était pas cela? Reformulez bien la question, maître. Votre question. Est-ce que la demande n'était pas d'obtenir le stade du 28 septembre et la sécurisation du stade afin que le meeting se déroule parfaitement bien? Vous voulez parler de... La demande, c'est une demande. Est-ce que vous avez compris la question? autorités. Vous avez compris la question? Non, je n'ai pas compris. Il veut savoir, est-ce que le contenu de la demande qui a été adressée par les forces vives, il n'était pas dans ce contenu-là, il n'était pas question de l'obtention du stade du 28 septembre ainsi que de la sécurisation pour tenir leur meeting? Cette demande, Oui. on ne me l'a pas adressée directement, mais j'estime que c'est ce que vous dites, ça peut être ça. Je n'en disconviens pas. Connaissiez-vous ce que vos autorités, vos services ont répondu à ce comité d'organisation? Non. Ok. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à ce meeting, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, vous avez décidé que cette journée-là allait être une journée de pardon, n'est-ce pas? Dans le communiqué que j'ai eu à faire, j'ai signifié là-dedans. Je vois.
est-ce que vous connaissiez le contenu de la demande du comité? Est-ce que c'était pour s'opposer à vous ou bien pour informer le public, le peuple de Guinée, hein, une note d'information sur la culture démocratique et autres? Oui, le communiqué était pour le peuple de Guinée, pour tout le monde. Justement. Mais, à défaut d'interdire ou d'empêcher directement ces meetings, est-ce que le fait d'avoir décidé que cette journée allait être une journée de recueillement n'était pas un mécanisme détourné d'empêcher la tenue du meeting? Reprenez la question. Est-ce que, en lieu de place d'empêcher directement le meeting, est-ce que le fait d'avoir dit que c'est une journée de recueillement n'était pas une manière d'empêcher ce qu'on n'a pas pu faire directement de manière indirecte? Non, comme je l'ai dit, chaque chef vient avec son système. Moi, c'était mon système. J'ai voulu faire le 28 septembre une journée historique. Et cette journée, c'était pour commémorer le sang versé par nos prédécesseurs, nos ancêtres pour le pays, n'est-ce pas? Cette journée, j'avais à l'esprit de faire appel à tous les intellectuels guinéens et ceux qui ont vécu le 28 septembre, les pères fondateurs, car pour moi, ça ne sert à de dire à tout moment, il faut qu'on soit unis. Parler réellement de l'indépendance de la Guinée, il faut voir ses pères fondateurs. Et moi, dans ma jeunesse, dans mon cursus, j'ai compris qu'il y a des pères fondateurs de l'indépendance qui, à travers l'histoire, ne se sont pas compris et que jusqu'à maintenant, les fils et les générations se sont dans cet esprit. Pour moi, à cette époque, il fallait faire venir des intellectuels et parler de tous ces pères fondateurs, comme j'avais tant cité, comme les Karim Bangoura, les Barry Troa, les Fodeba Keita et consorts. Alors c'était pour moi un objectif essentiel. Il fallait qu'il y ait des intellectuels qui viennent, qu'on ait le courage de dire que c'était des compagnons d'indépendance de notre premier président, Feu Ahmed Sékou Touré. Et surtout, en ce moment-là, et d'ailleurs comme maintenant, il y a encore des femmes, des veuves qui sont en vie. Si je prends la première dame par exemple, je prends Madame Émile Condé et puis je prends Madame Barry Alpha Oumar. Ces femmes-là vivent. Ça ne sert à rien de parler de réconciliation. Pour moi, c'était l'objectif. Et d'ailleurs, pour un exemple, quand j'ai composé mon gouvernement, il y avait le ministre Boubacar Bari, dont son père fut Dr Barry Alpha Oumar. Il y avait le fils du ministre Émile Condé. Il y avait Isto Kera. Alors ça ne sert à rien que de contourner autour de l'histoire, que ces gens-là viennent, qu'on s'asseye et qu'on fasse une histoire, qu'on dise, bon voilà ce qui s'est passé, c'est l'histoire. Moi, c'était ça mon objectif. En lieu et place de cet objectif, qui est tout à fait louable et noble, on a récolté un carnage. Oui, bon, mais je n'ai pas terminé, si vous me permettez, je m'en viens avec ma question. Puisque l'objectif était louable et noble, mais un carnage est survenu. Qu'est-ce qui vous a empêché alors de ramener cet exercice noble le 2 octobre à une date ultérieure? Est-ce que vous aviez pensé à cela? J'ai pris toutes les dispositions à l'époque. Et d'ailleurs, je ne me suis pas opposé à la manifestation. Il a été clairement dit que la date du 28 septembre était une date historique sacrée et qu'on pouvait même faire le lendemain. Ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas d'accord pour... mais c'est seulement cette date historique que je voulais préserver. Cette date n'appartient à personne, ni pour nous, mais ça appartient aux futures générations. Monsieur Camara, oui.
tout de même, vous avez un groupe de votre population qui veut aller à un stade, manifester, qui tient coûte que coûte à le faire. Vous décidez que personne ne le fera, ça va être une journée de recueillement, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ce n'était pas quand même un problème de sécurité qui pouvait se poser, d'après vous? Est-ce que ce n'est pas une préoccupation pour vous? Au-delà même du fait de vouloir organiser. Mais il y a d'autres qui veulent venir. Est-ce que cela ne posait pas un problème de sécurité? Ce n'était pas une préoccupation à titre de président pour vous? Forme de sécurité par rapport à quoi? Le risque qu'il y ait affrontement entre, dans le cadre de maintien de l'ordre. Est-ce que ça ne vous a pas préoccupé avant le 27? Non, je dis simplement, ça a été sciemment fait. Ça a été sciemment fait. Ce n'était pas un problème de sécurité. Sinon, la gendarmerie, la police y était. Ce n'était pas en fait un problème de sécurité. Et si cela se passait, comme je l'ai dit très clairement, haut et fort, ces leaders qui ont provoqué cette situation, il y avait un qui était là-dedans, qui avait un autre objectif, que je n'ai pas manqué de dire, et le moment venu, je le dirai. Monsieur Camara, est-ce que tout au long de votre voyage, ou les jours qui ont précédé la date fatidique du 28 septembre, par exemple, en allant à l'abbé, vous aviez à côté de vous la personne avec qui vous partagiez le pouvoir. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à échanger sur les voies et moyens pour ne pas qu'il y ait grabuge? Est-ce qu'il s'est confié à vous ou bien vous êtes confié à lui par rapport à cette date-là et la manifestation qui aurait pu lieu? Est-ce qu'il vous est arrivé d'en débattre? Non. Monsieur Camara, vous savez très bien ces crimes, comme on le voit, ne pouvaient pas se faire sans une certaine planification. Sans une certaine planification. Comme vous l'entendez, maître. Donc vous confirmez que le 27, il n'y a jamais eu une réunion de crise, il n'y a jamais eu aucun élément, aucune forme de concertation, ne serait-ce que pour prendre des dispositions utiles pour quand même contenir la manifestation et prévenir les risques. Donc, ça vous n'avez pas essayé d'avoir une réunion de ce genre? Certes, vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai eu à dire. J'ai eu à prendre des dispositions. Bien avant que je ne parte à l'abbé, le Premier ministre et les sages et religieux se sont retrouvés. Ils ont vu le porte-parole des forces vives, à l'époque, M. Jean-Marie Doré, à l'issue duquel j'ai passé le communiqué pour mon voyage à l'abbé. C'est au retour de l'abbé, rentré tardivement fatigué, que j'ai appris que la manifestation, malgré tout, le communiqué passé, malgré toutes les négociations, et que la manifestation devrait avoir lieu le matin. C'est en ce moment que je suis rentré en contact avec M. Sidia Touré, lequel, après nos échanges, il y a eu une défectuosité du réseau. Il a dit catégoriquement que ce n'était plus possible. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pris des dispositions. J'ai bel et bien pris des dispositions, mais seulement les dispositions, à quelque part, n'ont pas été respectées comme je l'entendais. Capitaine Moussa Dadis Camara, au matin du 28 septembre, lorsque vous avez appris que malgré tout, la manifestation est en train de se dérouler, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à vous mettre en colère, à dire qu'il faut mater les manifestants? Il ne vous est pas arrivé de le dire?
Non, mais comme je l'ai toujours dit, j'ai dit ce sont des allégations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sont des allégations. Des allégations pures et simples. Monsieur Camara, Oui. vous êtes tout de même intéressé à sauvegarder, à sauver la vie des leaders. Vous avez envoyé des personnes pour exfiltrer ces leaders et pour les sauver, n'est-ce pas? Lesquelles personnes? C'est Loudalin. Non, lesquelles personnes j'ai envoyé? Vous ne posez pas de questions, attendez qu'il finisse. Il n'a pas posé sa Est-ce question. que vous n'avez pas donné autorisation à certains de vos hommes, par exemple M. Moussa Tchegoro, afin de sauver les leaders au stade? Non, non, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et très heureusement d'ailleurs, le président, j'estime bien, la Cour m'a bien compris. Je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Je n'ai donné l'ordre à personne d'aller sauver des leaders. D'autres questions? Donc, après qu'ils soient allés dans, soit au camp ou ailleurs, vous n'avez pas demandé à aucune autre personne de les déplacer de là et assurer leur sécurité par après, ces leaders-là? Après qu'ils soient sortis du stade et dans un établissement ou au camp, vous n'avez pas demandé à aucun de vos hommes de sécuriser ces personnes-là? Vous ne l'avez pas fait? Lorsqu'il y a eu massacre, Oui, lorsqu'il y a eu massacre après, effectivement, j'ai pris une décision urgente. C'est le colonel Tchegoro que je l'ai ordonné de ne pas laisser les leaders politiques à la gendarmerie et au camp Samori, au risque que quelque chose de mal ne leur arrive. Je comprends. Sans être cynique, pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait parce que j'avais des doutes, j'avais des pressentiments, comme quoi on laissait des leaders comme un M. Sida Touré, un M. Selou Dalin, un M. Jean-Marie Douré, et que quelque chose leur arrivait. Au camp Samori. J'ai eu ce réflexe. C'est un réflexe que j'ai eu. Et j'ai immédiatement dit au colonel Tchegoro que je ne veux pas que ces leaders-là restent au camp Samori, que quelque chose ne les arrive. Aussitôt, en compagnie avec le Premier ministre, il a bel et bien exécuté la mission. Il est allé les prendre au camp Samori, les amener à la clinique Pasteur. Merci, M. Camara. Oui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas pris de telles mesures, vous n'avez pas eu de tels réflexes à l'endroit du bas peuple? Cette jeune fille, cet élève, ce vieillard qui était au stade. Pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour ce petit peuple-là? Lesquelles précautions, maître? Vous venez d'indiquer que vous avez pu sauver les leaders, demander que rien ne leur arrive. Je me demande pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour les autres qui étaient massacrés dans le stade où ils étaient sur le point de se faire massacrer après. Pourquoi vous n'avez pas pris de directives de ce genre? Mais maître, c'est aussi simple que ça. C'est comme dans... Nous sommes là tout de suite. On ne le souhaite pas que vous appreniez qu'il y a un fait qui se produit tout de suite à l'hôtel Kaloum et qu'il y a déjà des morts. Quelle disposition? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est indépendamment de votre volonté. Ce que vous dites, les faits se sont produits. Les faits se sont produits. C'était des faits qui étaient têtus. Alors, s'il a même lancé, M. Camara, il y a eu pire sur les leaders. Ils ont subi des pertes. Ils avaient besoin de soins médicaux. Les trois leaders, M. Selou Dalin Diallo, M. Sidia Touré, M. Feu Jean-Marie Doré, vous avez pris des dispositions qui sont très utiles. Vous avez pu allouer une indemnisation provisoire, entre guillemets, pour permettre à ces gens-là de se soigner. Est-ce que c'est vrai? C'est une très bonne chose. Est-ce que cela a été fait? J'estime que cela a été fait parce que
Quand ils sont partis à la clinique Pasteur, ils ont reçu des soins. Et par après, certains ont jugé nécessaire d'aller à l'étranger pour d'autres soins intensifs. Lesquels soins d'ailleurs, j'ai effectivement abordé l'idée du procureur général qui a parlé à un moment donné que ces leaders ne devraient pas sortir, mais il y a eu, disons, la concertation des religieux qui sont venus me voir et que finalement j'ai donné l'ordre de laisser un des leaders aller se soigner. Je vous remercie, c'est une très bonne chose, M. Camara. Mais la question qu'on pourrait se poser encore à ce niveau, pourquoi cette générosité, cette magnanimité, ces efforts envers ces leaders victimes, blessés et autres, n'ont pas été étendus en faveur du petit peuple? Cette fille qui a subi des agressions, qui n'avait presque besoin que de compresses, et qui finalement est morte du sida, faute de prise en charge, ou cet étudiant, cet élève, par exemple Mamadou Bobo, dont le pied s'ampute d'année en année. Pourquoi, qui n'avait besoin presque de 10 000, 5 000, ou bien cette petite évacuation d'accord, pourquoi cette générosité envers ces leaders ne s'est pas étendue vers ce bas peuple-là? Maintenant, on n'est plus, les massacres sont terminés. Mais c'est les conséquences. Pourquoi vous n'avez pas étendu cette indemnisation vers ces personnes-là qui n'avaient pas besoin de milliards, mais peut-être d'un 50 000, d'un 100 000, de 200 000? Pourquoi cela n'a pas été fait? Maître, vous ne m'avez pas suivi tout au début. C'est la raison fondamentale. Mais avant d'abord les leaders politiques, ce que j'ai fait pour les leaders politiques, c'est le ministre de la Santé qui est venu d'abord me voir. Lorsqu'il a venu s'asseoir, il voulait m'expliquer. J'ai dit non, je sais déjà qu'il y a un problème. Ceux qui ont été entretenus à Donka, est-ce mon argent, moi? Non, l'argent du peuple. J'ai déboursé de l'argent. Le ministre l'a clairement dit, le ministre de la Santé. Il est allé s'occuper des blessés. Le cas des leaders politiques, je l'ai fait au même moment. Il n'y a pas de gentillesse, de générosité par-ci par-là, non. Ça a été fait au même moment, peut-être à des heures différentes. Monsieur Moussa Dadis Camara, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'action envers les leaders, non seulement pour ne pas que quelque chose arrive au camp Samori, tout comme ces indemnisations pour apaiser un petit peu, est beaucoup plus orientée vers le maintien de votre pouvoir que d'actes de générosité, d'actes humanitaires? Est-ce qu'on ne peut pas être porté à le dire? Mais je pense qu'on doit être dans une logique. Imaginez. Mais ce que j'ai fait, c'est ça, le rôle d'un chef d'État. Il y a des leaders qui ont été bastonnés au stade, blessés. Et connaissant aussi la mentalité ou le comportement de certains militaires, mais je n'avais aucun intérêt de les regarder aucun Samori. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé de les faire quitter, les envoyer à la clinique Pasteur. Est-il quelque chose une chose mauvaise en choix? Non. Ce bas peuple que vous parlez, je dis c'est moi qui ai donné la première expression ici. Le bas peuple, je connais mieux le bas peuple par rapport à quiconque quand on emploie ce mot. Parce que je l'ai vécu depuis mon enfance. Le montant que le ministre de la Santé, je ne sais même pas, il avait plus d'1 milliard ou combien, qu'il a débloqué. C'était pour les blessés. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire en plus de cela? Ça, ce sont des faits qui se sont passés automatiquement. Il fallait prendre des mesures idoines adéquates. C'est ce que j'ai pu faire, maître.
Bon, enchaînons donc avec le ministre de la Santé, puisque c'est vous qui venez de l'introduire. Êtes-vous satisfait du travail fait par votre ministre de la Santé à la lumière de tout ce qui a été dit dans la salle et ce que vous avez lu par rapport aux différentes dépositions? Votre ministre de la Santé. Oui, la question, mais... Vous avez appris le comportement qu'il a eu envers blessés, malades et autres. Êtes-vous satisfait de ce comportement-là? Si effectivement ce comportement s'est passé tel qu'on le dit, c'est anormal. Mieux, vous dites que vous étiez au courant par voie de presse. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas au courant que vos hommes de main, comme le colonel Pivi et le ministre de la Santé, avaient tellement sévi dans les hôpitaux et puis les occuper militairement que les gens préféraient mourir dehors que de rester? Est-ce que vous n'étiez pas au courant et cela ne s'est pas arrêté le 28 septembre, ça s'est développé durant des jours? Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela? Je n'étais pas au courant, maître. Question vous avez été posée avec la permission du président, je vais insister un petit peu là-dessus. Une catégorie de victimes, ce sont les ayants droit des personnes disparues. Avec votre sincérité qu'on vous reconnaît, contrairement à d'autres qui niaient, vous avez pu ici dire que vous avez appris l'existence de fausses communes, n'est-ce pas? Vous avez appris. Oui, les infos, les informations. Des informations selon lesquelles il y a eu les fausses communes. Est-ce qu'on peut quand même dire que les fausses communes-là ne concernaient pas les 57 corps qui ont été remis à leur famille, n'est-ce pas? Posez la question, maître. Ce que je dis, est-ce que les 57 corps, ce ne sont pas ces corps-là qui sont dans les fausses communes? Non, dès lors que les 57 corps ont été à prendre d'autres informations contrairement à ça, on a tout de suite à l'esprit que le problème de fausses communes qu'on parle, on a tout de suite à l'esprit que cela s'était passé réellement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait de fausses communes? Mais votre âme et conscience. Encore une fois, de plus, avec tout le respect que le doyen dans sa façon de parler sur l'honneur entre Dieu et moi. Si, à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, la vérité, rien que la vérité. Il y a des vérités qu'il faut oser dire, même si tu dois perdre ta vie. C'est ce qui différencie aussi les hommes, les officiers. S'il y avait un seul cas de fausse commune entre Dieu et moi, j'allais attirer l'attention de Monsieur le Président et le parquet, j'allais le faire. Mais je ne peux pas moi-même, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vécues. Parce que simplement je veux faire plaire aux gens. Non. Entre Dieu et moi, c'est tout ce qui m'est cher. Je vous remercie, Monsieur Camara. Par rapport à Kalia, je ne vais pas aller dans le sens du recrutement. Mais le fait, vous êtes un officier d'état-major, versé aussi dans l'intendance. Vous savez bien, en matière de transport de troupes et autres, il y a ce qu'on appelle le train et garage. Est-ce que le fait de faire transporter ces personnes-là dans des véhicules d'une compagnie, habillés non pas en tenue militaire, mais dans des t-shirts de sportifs, les amener vers les stades,
n'était pas une sorte de diversion pour le public? Est-ce que d'habitude c'est comme ça que l'armée se déplace? L'armée a une tenue régulière. Quand l'armée veut se déplacer, l'armée a une tenue régulière. Alors, tout groupement d'hommes qui n'a pas cette tenue réglementée, ce n'est plus une armée. Donc, mais vous avez quand même appris que le carnage qui s'est opéré le 28 septembre a été pour la plupart des cas par ces recrues-là et qui sont transportés au stade et qui se perdaient même dans Conakry dans ces bus banalisés et dans ces tenues de sportifs et qui ont pris par surprise la population qui aurait pu les prendre comme des simples joueurs ou autres. Et, j'enchaîne, votre ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Pivi, a joué un rôle actif tant dans la réception de ces personnes au cas Quelle est la question, de leur convoi. La question Quel maintenant est votre degré de participation dans ces préparatifs concernant ces recrues-là, tant pour ce qui est de la réception que de leur convoi aller-retour? Est-ce que vous avez joué un rôle à ce niveau? Je n'ai joué aucun rôle maître par rapport à tout ce que vous venez de dire. Monsieur Camara, Oui. quel est votre sentiment par rapport à tout cela, tous ces massacres aujourd'hui? Mon sentiment par rapport Au massacre du 28 septembre, au peuple de Guinée, à ces victimes-là, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis, même à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, je suis choqué moralement. Choqué. Et c'est pour cette raison, à un certain moment donné, je me suis sacrifié pour venir répondre devant la justice. Et si aujourd'hui je suis devant cette justice, vraiment je rends grâce à Dieu et je remercie le colonel Mamadi Doumbouya qui a eu un courage titanique de donner la possibilité pour l'ouverture de ce procès afin que les Guinéens sachent réellement ce qui s'est passé le 28 septembre et que les familles éplorées puissent vraiment passer leur deuil et que les coupables soient punis par la loi, que jamais une telle situation ne se reproduise plus en Guinée. Monsieur Moussa Dadis Camara, Oui. je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président, distingué assesseur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal. Je suis Maître Traoré Drissa du barreau de Côte d'Ivoire. C'est avec honneur que je prends la parole du bâtonnier de l'Ordre des avocats et à son conseil qui m'ont permis de pouvoir être des votes. Également à mes confrères ici qui sont tenus compte de mon ancienneté qui ne peut pas prévaloir ici puisque je suis un jeune avocat de 22 ans de Côte d'Ivoire, mais qui m'ont permis de prendre leur place pour poser mes questions. Mon capitaine, parce que je vais dire mon capitaine parce que je vous ai entendu dire que vous aimez qu'on vous appelle mon capitaine. Parfait, parfait. Ouais. Est-ce que on peut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était au pouvoir jusqu'au 3 décembre 2009, était un président avec l'effectivité du pouvoir en ses mains? Reformulez très bien la question, maître. Est-ce qu'on peut dire que quand vous étiez président, chef de l'État, vous avez le pouvoir effectif? C'est vous qui décidez.
Non, maître. Qui décidait? Vous avez parlé de pouvoir effectif. Ça veut dire qu'un pouvoir, ça c'est un pouvoir totalitaire. Lorsque vous prenez tout le pouvoir, lorsque vous décidez tout. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne pouvais pas décider. C'est vous qui décidez pour ce qui concernait les fonctions et les pouvoirs de chef de l'État. Parfait. Donc c'est vous qui nommez les fonctions militaires. Parfait. Est-ce qu'on vous obligeait à nommer des personnes? Non. Est-ce que vous pensez que si vous nommiez des personnes ou bien vous remplaciez des personnes, cela pouvait mettre à mal votre pouvoir? Reprenez la question. Est-ce que vous pensez que lorsque vous étiez chef de l'État, est-ce qu'il vous était impossible de nommer des personnes à des postes, que ce soit militaires ou civils? Je pouvais le faire, oui. Donc, vous pouvez donner des instructions à l'ensemble des militaires qui étaient sous vos ordres. Parfait, oui. Okay. Vous avez dit ici, et c'est pour une confirmation, que le général Sekouba Konaté était votre subordonné. Est-ce cela? Oui, quand on est chef d'État, le ministre de la Défense, il est votre subordonné, c'est par rapport à la hiérarchie. Et donc, est-ce qu'on peut conclure sur ce point-là pour dire, lorsqu'il y avait, quelle que soit la décision prise, vous aviez, vous, la possibilité de dire votre mot et c'est ce que vous direz qui devait être fait? Reprenez. Est-ce que c'est vous qui aviez le dernier mot lorsque des décisions militaires devaient être prises? Le dernier mot, c'est trop dire la concertation. Et si vraiment au cours de la concertation, nous deux sommes d'accord, et ça peut bien passer. Donc, si nous sommes d'accord sur ces points-là, vous aurez pu donc démettre Diakité Aboubakar Toumba de ses fonctions après le 28 septembre 2009. Que j'aurais pu faire quoi? Le démettre de ses fonctions de aide de camp. Est-ce que vous pouviez le démettre de ses fonctions de aide de camp? Ici, ce n'est pas un problème de fonction qui est le plus important. Après les événements du 28 septembre, ce n'est pas un problème de fonction. Il veut savoir si vous aviez la possibilité de le démettre de ses fonctions. Je pouvais bien le faire. Je pouvais bien le faire. D'autres questions maintenant? Je vais vous poser des questions sur les systèmes de renseignement, pas dans les moindres détails. Est-ce que les services de renseignement de votre pays vous rendaient compte? Bon, même si on me rendait compte, je ne peux pas dire que tout était à 100%. Les renseignements, ils sont relatifs, contrairement à ce que les gens peuvent y penser. Mais les différents responsables de renseignement ont été nommés par vous. Ici, le problème, ce n'est pas un problème de renseignement qui est important. Mais Est-ce que les responsables avaient été nommés par vous? Non. Les responsables des services de renseignement ont été nommés par qui? Si ce n'est pas par vous, c'est par qui? Le service de renseignement n'était pas nommé par moi. Et ce n'est même pas d'ailleurs le président qui nomme ces services de renseignement. La gendarmerie est là pour ça, la police est là pour ça. Oui. Qui les nomme? La gendarmerie, c'est un corps. Mais les services de renseignement de gendarmerie, qui les nomme? Je dis bien, maître, à ce niveau, ce n'est pas un problème de service de renseignement qui est important, posé clairement
vos questions, là je pourrais vraiment en parler. Qui nomme les services de renseignement au niveau de la gendarmerie? C'est ce qu'il veut savoir. C'est la gendarmerie, la police. Au niveau de la gendarmerie, qui les nomme? C'est le haut commandant de la gendarmerie à travers la compétence. D'autres questions? Est-ce que vous aviez, avant le 28 septembre, des informations selon lesquelles il pourrait avoir des troubles au stade? Non. Pourquoi, alors, à 2 heures du matin, avoir appelé Sidya Touré pour reporter la manifestation? Mais certainement, vous n'avez pas suivi le début de mes déclarations. J'ai été clair. J'ai dit que j'ai appelé M. Sidya. C'était par rapport à la date, le 28, une date historique. C'était par rapport à ça. Si on pouvait se comprendre, pour que cette manifestation ne se fasse pas le 28, c'est qu'il y a une date historique pour tous les Guinéens et pour de nouvelles générations à venir. C'est la raison fondamentale. Sinon, rien d'autre. Ici, à cette barre, M. Claude Pivy a indiqué que vous lui aurez dit que c'est le colonel Tchegoro et la police qui étaient chargés de la sécurisation au stade. Est-ce vrai? Si M. Claude Pivy l'a dit, comme il est là, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai. Je n'ai jamais envoyé le colonel Tchegoro pour quoi que ce soit, ni autre personne. Okay. Vous avez déclaré à la presse, après ces événements-là, qu'il y avait un commissariat qui avait été attaqué et que des armes avaient été emportées. Est-ce vrai? Oui, ça c'était les notes que j'ai reçues, parce qu'il fallait faire un point de situation. Peut-on savoir de qui vous avez reçu ces informations? Mais ces informations sont venues au niveau de la police, là où même le commissariat qui a été saccagé, les informations, je les ai reçues à partir de la police. De qui précisément? Si du directeur de la police, de qui exactement? Je suppose que ce n'est pas le commissaire qui vous a parlé directement. Oui, mais j'avais affaire avec le ministre de la Sécurité. Moi, je n'avais pas affaire avec le commissaire national, avec le directeur national. Donc on peut retenir que c'est le ministre de la Sécurité qui vous a apporté cette information. Oui. Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportés? Vous dites? Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportés lors de l'attaque de ce commissariat? Que c'est moi qui l'ai dit? Non, je vous demande. Est-ce qu'on vous a expliqué l'armement qui avait été emporté par les manifestants? Non, on m'a dit simplement des armes de guerre. Quand on parle d'armes de guerre, c'est... Et dans un commissariat, quel type d'armes de guerre peut-on trouver? C'est les PMK par exemple. Et vous pouvez trouver des revolvers. Voilà. Vous avez dit également qu'aux environs de 11 h, 10 h, si je ne m'abuse, que vous avez été informé par Makambo que le meeting avait lieu. Est-ce exact? Que j'avais dit? Que vous avez été informé par Makambo de ce que le meeting avait lieu au stade. Est-ce vrai? Oui, effectivement, oui. Et à quelle heure vous a-t-il informé de ce qu'il y a eu des dérapages?
Ça, c'est après 10 heures. Hein. C'est après 10 heures, si j'ai bonne mémoire. Parce que des moments comme ça, vous ne pouvez pas... surtout que vous ne saviez pas à quel moment on peut vous demander l'heure. Ça ne peut être que... les heures ne peuvent être qu'approximatives. Donc c'est dans l'après-matinée. Et vous avez déclaré ici qu'après cette information, vous n'avez pris aucune disposition pour la sécurisation ou faire arrêter les événements. Est-ce exact? J'ai été clair, j'ai dit, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. La manifestation était déjà là. Et je n'avais pas le droit d'envoyer des hommes au lieu de la manifestation. Donc, si, selon vous, les événements se sont seulement déroulés au stade autour de 11 h et c'est fini? Bon, c'est vous qui parlez de 11 h. Moi, je parle seulement... Donc, au moment où vous avez appris? Au moment où... Je suppose que c'était avant midi. Voilà, par rapport effectivement à la déclaration de Feu Joseph Makambo, je dis bien, dès qu'il m'a dit que la marche a lieu, c'est d'ailleurs en ce moment, je suis sorti, moi-même je voulais m'y rendre au stade, pensant que cette population avait de la sympathie pour moi et qu'une fois ma présence, que cette population allait me comprendre. Cela n'a pas été fait, l'objectif n'a pas été atteint. C'est en ce moment que des militaires et certains militaires, femmes et hommes, et M. Abakar Sidiki Diakité de Toumba, sont venus me dire de rester au bureau. Ça, c'est la première phase. Et à partir de ce moment, oui, lorsque vous avez appris que les baies rouges ont tiré au stade, est-ce que vous avez mis en place un comité au niveau de la sécurité pour essayer de mettre en sécurité, si je peux me permettre cela, les populations et les leaders? Bon, comme effectivement vous venez d'un voyage, bon, je vais juste essayer de parler parce que vous venez de rentrer, vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire. Et dès lors que cela s'est passé, lorsque je fus informé, maintenant qu'il y a eu des cas de mort, c'est Feu Joseph Makambo que je lui ai demandé, j'ai dit, mais quels sont ceux qui ont tiré au stade? Il m'a dit, qu'il a appris que M. Aboubakar Toumba Diakité est au stade. C'est là où j'ai violemment réagi, j'ai dit non, il ne peut pas être au stade du moment que lui-même, il m'a décidé de ne pas aller au stade. C'est là où j'ai parlé de trahison. Et donc, les faits déjà têtus, je n'avais juste qu'à prendre d'autres dispositions qui sont les suivantes. D'abord, les blessés, il fallait s'en occuper des blessés. D'autres ont été transportés à la gendarmerie au camp Samori, comme je l'ai dit tantôt. Donc, pour parer encore le pire, c'est là où j'ai ordonné au colonel Tibro de les transférer à la clinique Pasteur. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé, quand il est venu me voir, je ne lui ai même pas laissé le temps, comme il a si bien dit. Il m'a demandé ce que je devrais faire sur le plan financier, je l'ai fait. Vous ne pensez pas
que la situation était suffisamment grave et sérieuse pour mettre en place un comité qui pourrait vous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'armée ce jour-là? Mais cette commission, elle a été bien créée, comme je l'ai dit, je suis en train juste de me répéter. Non, je sais que vous avez parlé d'une commission d'enquête internationale. La commission d'enquête internationale, ça je l'ai déjà parlé, mais il y avait une commission, non seulement ceux-là qui sont morts. Non, pour moi, c'était une commission. Vous ne pensez pas qu'il était important de mettre en place une commission pour voir à quel niveau a été le dysfonctionnement dans l'armée pour que des militaires puissent tirer au stade? Mais le dysfonctionnement, je n'ai pas besoin d'une commission pour dire le dysfonctionnement. Moi-même, j'ai vécu les faits. C'est mon aide de camp qui est parti au stade. Mais je vais chercher encore qui d'autre pour dire que faites-moi le point de situation. Vous avez dit ici, je crois hier ou avant-hier, que le colonel Tcheboro et Claude Pivy étaient suffisamment armés. Est-ce qu'il ne vous était pas possible, justement, d'apprécier ce dysfonctionnement pour faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter comme c'est votre souhait? Maître, vous avez mal compris la comparaison. J'ai parlé de force d'opposition. Quelle que soit une force puissante, si cette force se rend compte qu'il a déjà une petite force minime, qu'elle soit, cette force ne va pas tenter de faire quelque chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé des éléments du colonel Pivy et du colonel Tebro, parce que ces hommes empêchaient en quelque sorte les éléments que M. Toumba Diakité gérait. C'est dans ce contexte. Okay. Merci. Ici, vous avez à plusieurs reprises parlé de Toumba Diakité, du colonel Tcheboro Kamara. Mais à toutes les questions que j'ai entendues pour savoir, est-ce que d'autres personnes étaient au stade dont les noms vous ont été portés? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de nom. Est-ce qu'il vous est possible, comme vous souhaitez la justice, vous l'avez dit, vous l'avez clamé, et nous sommes tous pour la justice, est-ce qu'il est possible que vous puissiez donner en dehors de Toumba Diakité, en dehors de Tcheboro Kamara, d'autres militaires qui se sont rendus au stade? Les noms. Je ne peux pratiquement le dire, sauf ceux-là qui ont été au stade, qui ont vu des éléments et qui ont identifié les éléments aussi, et même des leaders qui ont aussi identifié des personnes. C'est eux qui peuvent dire exactement qui était au stade, qui n'était pas au stade. Je souhaite de vos informations parce que vous étiez le chef de l'État. Et je suppose qu'un chef de l'État est informé. Nous sommes là pour la justice. En dehors de Tcheboro Kamara et de Toumba Diakité, pouvez-vous nous dire que vous n'avez entendu aucun autre nom d'un militaire qui se serait rendu au stade? Non. Ok. Vous avez également indiqué que vous avez voulu faire arrêter Toumba Diakité. Monsieur Claude Pivy, à cette même barre, a déclaré qu'il avait voulu que Toumba Diakité soit arrêté et que vous vous aurez opposé. Vous vous seriez opposé. Qui de vous deux devons-nous croire? Mais ce que M. Claude Pivy a dit, c'est réel. Moi, je ne suis pas en contradiction avec lui. Il a manifesté d'arrêter, comment dirais-je, M. Toumba Diakité.
Je me suis opposé. J'ai dit non, ne le fais pas. C'était dans ma chambre. Et pourtant, vous aussi, vous vouliez l'arrêter. J'ai dit bien. Alors, étape par étape. Ne prenez pas juste un seul aspect que vous essayez de développer. J'ai dit les faits. Quand les faits se sont passés, ma première décision, j'ai dit qu'il fallait que Toumba soit arrêté. Ça, c'était les premières mesures que j'avais eu à prendre. Entre-temps, quand il est venu, puissamment armé, avec les hommes, me l'a-t-on informé. Et au cas où on tentait de l'arrêter, il y aurait eu beaucoup de morts. À partir de là, j'ai essayé de faire appel à la commission internationale et aussi à l'interne. À l'interne, avez-vous saisi la justice? Oui, la justice, j'ai saisi. Vous avez saisi le procureur? Non, mais si vous avez un ministre de la justice, mais vous avez affaire avec le ministre. Moi, je n'ai pas affaire avec... à l'époque, je ne pouvais pas voir un procureur. Je ne connaissais même pas les procureurs. Non, quand je parle du procureur, c'est évidemment le ministre de la Justice. Mais c'est ce que mais parce que j'ai cru entendre. C'est ce que je vous dis, maître. Je dis bien que à l'international, la CPI, à l'interne, cette commission que le ministre de la Justice a bel et bien voulu aménager, les cadres compétents de la partie de la société civile et de certains magistrats. Pensez-vous, oui, en tant que chef de l'État, que la commission d'enquête internationale et la commission d'enquête nationale pouvaient se substituer à la justice? Mais quand on parle d'abord de... Bon, la commission... si un chef d'État a le courage de faire appel à la commission, à la commission internationale, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que cette commission peut faire le travail de la justice. En même temps... C'est ce que vous croyez? S'il vous plaît, maître. En même temps, vous créez une commission à l'interne. Les Guinéens, les cadres, où il y a des magistrats. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à ces deux commissions. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce que vous saviez ce qui s'était passé et que vous ne souhaitez pas que la justice en soit saisie? Au contraire, c'est peut-être à ceux-là que vous êtes en train de défendre. Au contraire, c'est à leur question. Sinon, un président qui décide, quand il y a des événements crapuleux de ce genre, il se décide de faire appel à la communauté internationale. Il crée une commission à l'interne. Ce chef d'État, s'il se reproche de quelque chose, il peut le faire. Surtout qu'il y a déjà une commission nationale. Mais cette commission nationale va faire son travail. Mais ce n'est pas la justice, on est d'accord? Vous dites? Ce n'est pas la justice. Sommes-nous d'accord que cette commission ne peut pas remplacer la justice? Est-ce que vous pensez que cette commission pouvait remplacer la justice? Cette commission pouvait faire le travail que la justice aussi pouvait faire. La commission pouvait arrêter des gens? Mais ça dépendait maintenant de la commission, parce que d'abord, il fallait trouver les coupables, quels sont ceux qui ont été au stade. C'était d'abord le travail, le premier travail qu'il fallait, que d'aller arrêter par-ci par-là, tel des soupçons. Il fallait d'abord laisser cette commission travailler, et même la commission l'interne aussi travailler. Ok. Est-ce que les renseignements vous avez informé de ce que après le 28 septembre, les jours suivants, il y avait des personnes en détention et les exactions se poursuivaient? Oh non, j'ai pas eu ce renseignement comme quoi il y avait des personnes en détention
Donc, vous pensez aujourd'hui, avec le recul, avec les informations que vous avez eues après, est-ce que vous pensez que les actions se sont poursuivies après le 28 septembre? Avec le recul, si ce n'est pas maintenant que le procès a eu lieu, que j'apprends maintenant du côté de la partie civile aussi qu'il y avait effectivement ce cas. Sinon, à l'époque, c'était des informations par-ci, par-là. Ok. C'était des informations par-ci, par-là. Parfait. Vous, en tant que chef d'État, ces informations semblaient graves. Pourquoi vous n'avez pas instruit les services de renseignement quand je dis les services de renseignement, évidemment, c'est le ministre de la Sécurité et les responsables de la gendarmerie, de vous faire le point de ce qui se passait. Oui, maître, du moment que, dès que j'ai fait appel à la CPI a répondu incessamment. La CPI était en train de travailler. La CPI était en train de convoquer des éléments. Et la Commission nationale aussi faisant son travail. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est resté finalement. L'attentat s'est perpétré contre ma personne. Et j'ai laissé la transition, je suis allé. Donc, je n'ai plus suivi le reste. Comme vous parlez d'attentat, est-ce que jusqu'au 28 septembre 2009, avez-vous pleine confiance à M. Diakité Ditumba? Après le 28 septembre? Jusqu'au 28 septembre. C'est juste après le 28 septembre que j'ai commencé à avoir des doutes. Ce n'était plus la même confiance. Okay. Ce n'était plus la même confiance, c'était un peu la méfiance. Mais vous l'avez maintenu à son poste de aide de camp. Oui, mais par rapport à ma stratégie aussi qui était propre à moi, du moment que j'ai fait appel à la commission internationale et la commission à l'interne se travaillait, je n'avais aucun intérêt de le limoger à son poste. Et si je le faisais, le limoger à son poste, il allait se sentir menacé et qu'on apprenait un jour que M. Aboubacar Touma Diakité a voyagé, qu'on ne le voit plus. Est-ce que ce serait un avantage pour la nation? Non. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, et je crois que si nous sommes aujourd'hui là, c'est par rapport à cette stratégie que Dieu a bel et bien voulu accepter que nous soyons là. Donc, si je vous comprends bien, voilà. Si vous l'aviez limogé, il n'aurait plus de pouvoir de nuisance et il pourrait fuir. C'est ce que ça veut dire. Je dis bien, si je le limogeais de son poste, il allait être frustré, ça c'est un. Et deuxièmement, s'il se sentait, parce qu'un poste comme ça, quand les événements arrivent, tu limoges la personne, au cas où, par peur, et qu'il prenait, qu'il fuyait du pays. C'est des risques. Vous pensez? Mais bien sûr, bien sûr, parce que la gestion des hommes, à un certain moment donné, il ne faut pas brusquer, il ne faut pas éveiller l'esprit de l'intéressé. Est-ce que s'il était limogé, il n'était pas plus facile pour vous de le faire arrêter? Bon, ça c'est ce que vous imaginez, je vous laisse par rapport... Non, je n'imaginerai, je vous demande selon votre point de vue. Je dis, moi, c'était ma stratégie, et ma stratégie a bel et bien réussi. Voilà. Ma stratégie a bel et bien réussi du moment que je l'ai laissé à son poste. Il n'a pas commis d'autres atrocités. Ça, c'est un. Oh, si, au moment où je l'avais laissé, après le 28 septembre, et qu'on disait qu'il est allé commettre encore d'autres atrocités, là, on pouvait comprendre. Mais je l'ai laissé
aucune autre atrocité n'a été faite comme le cas du stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité? Vous dites? Est-ce que ce n'est pas parce que vous l'avez laissé à son poste? Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité, le 3 décembre 2009, de tenter de vous assassiner? Bon, même si cela arrivait, parce que dans la vie, il faut aussi accepter son destin. Si cela est arrivé, le fait que je l'ai laissé, au contraire, c'est ce que vous devez même poser, mais dire que pourquoi? Parce que c'est un grand risque, puisqu'il était autour de moi, et moi j'avais ma stratégie, je ne voulais même pas qu'on puisse l'arrêter par les armes, parce que d'une manière ou d'une autre, moi je pouvais aussi perdre la vie. Est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? Et lui-même, Toumba, s'il perdait la vie, est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? On aurait dit, bon voilà, et il a fait appel à la communauté internationale, une commission nationale, voilà, il a envoyé des gens pour arrêter M. Toumba, c'est parce qu'il a dit à M. Toumba d'aller au stade, et maintenant il veut l'arrêter par force. Voilà, ils sont allés, il y a eu accrochage, lui-même il a perdu la vie, et M. Toumba, il a perdu la vie. Donc je dis, Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui devant le tribunal criminel. Ok. Vous, ici, dans beaucoup de vos déclarations, vous avez dit, Toumba a dit. Par moment, Tcheboro Camara a dit. Comme pour dire qu'ils ont dit sur ces points-là la vérité. Est-ce qu'on peut considérer ici que l'ensemble des déclarations de Toumba Diakité est vrai? Moi, je dis clairement que l'ensemble des déclarations de Toumba, il y a des contre-vérités. Mais ce qui vous arrange, vous dites, les parties de ces propos qui vont dans le sens de la défense de vos intérêts, ça par contre, c'est la vérité. Les partis qui l'arrangent au contraire pour distraire l'esprit des gens, c'est de cela que je parle. Quand il dit, M. Dadis Camara m'a pas dit d'aller au stade, c'est vrai. Est-ce que quand il dit que vous ne lui avez pas donné d'instruction pour qu'il se rende au stade, est-ce vrai? Bien sûr, parce que c'est clair, c'est palpable, personne ne l'a obligé de le dire. Les autres partis, vous pensez qu'il y a été obligé? Les autres partis, maître, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut jouer sur son esprit. Vous avez vu, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, la partie même de la prise du pouvoir, vous savez, c'est quoi? Mais je connais M. Toumba. Vous avez vu que je n'ai pas posé de questions sur la prise du pouvoir, parce que comme... Non, suivez-moi, je vais juste vous aider. M. Camara, il faut qu'on avance. Répondez à la question qui vous est posée. Je vais vous aider. Je vais vous aider parce que vous êtes en train de dire ce qu'il a dit. Quelle est la question, maître? La question, c'était de savoir, est-ce qu'il veut nous dire que les partis du narratif de Toumba qui vont contre les intérêts, tout est faux? Oui. Ce qui va dans le sens de vos intérêts, c'est vrai. Ce n'est pas absolument ça. Ce qui va dans le sens des intérêts, ça c'est réel. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Maintenant, si vous parlez de ce qui va... Oui. Je vais poser quelques questions sur Kalia parce que je vous suis de loin, mais je connais votre tradition par rapport à la durée de l'audience. Vous avez dit Sekouba Konaté était votre subordonné, mais quand il s'agit de Kalia, vous ramenez tout à M.
Sekouba Konaté. Vous pouvez me permettre, je vais le voir. Oui, vous dites? Vous avez dit que M. Sekouba Konaté était votre subordonné. Mais tout ce qui a trait à Kalia, vous dites que c'est à M. Sekouba Konaté qu'on doit poser la question. N'est-ce pas une fuite de responsabilité? Au contraire, non. Vous confondez une chose, maître. Vous confondez la confiance et la fonction. C'est deux choses que vous confondez. Sekouba, bien qu'étant moi président à l'époque, mais la confiance que j'ai eu à porter à M. Sekouba dépassait les normes de fonction. Un homme avec lequel vous avez partagé le pouvoir comme un plat de riz. D'autres questions. Aujourd'hui, quoi? D'autres questions, maître. Okay. C'est bon. Donc, concernant, vous confirmez ici que tout le processus de recrutement de Kalia, vous n'avez pas été informé ni par le général Sekouba Konaté, ni par le service de renseignement, ni par aucune personne. Je réitère encore une fois de plus, le recrutement ne relève pas de l'attribution d'un chef d'État. Est-ce que vous n'avez pas été informé de tout ce qui s'est passé à propos de Kalia? C'est ce qu'il veut savoir. Monsieur le Président, j'avais été clair ici, mais sauf qu'il me fait reprendre, j'ai dit clairement que lorsque le général Sekouba est venu me voir, je lui ai dit de faire, s'il veut faire un recrutement, de faire au niveau des 4 régions naturelles. Vous n'avez plus suivi pour voir s'il avait respecté vos injonctions. Je n'ai plus suivi le reste. Ok. Parce que j'avais confiance en lui. Si vous avez confiance en lui, pourquoi lui demander de recruter dans les 4 régions naturelles? Vous dites? Si vous aviez confiance en lui, pourquoi lui donner des instructions de recruter dans les 4 régions naturelles? Non, mais la confiance n'exclut pas qu'on donne des instructions. Et une nation n'est pas... Même vous avez confiance, mais vous êtes un chef. Quand le subordonné vient, il faut lui donner les directives. Le recrutement n'est pas... C'est un recrutement national. Et moi, j'en avais déjà l'expérience. J'en avais déjà l'expérience. Parce que faire un recrutement dans des zones à votre préférence, c'est ce qui crée des problèmes au niveau d'une nation. C'est pour ça, quand il est venu, je lui ai dit les 4 régions naturelles. Et avec la confiance, et puis je l'ai laissé, il a procédé à son recrutement. Il a été indiqué ici par beaucoup de témoins qui certainement vont venir ici que les recrues de Kalia étaient dans les camps à Conakry avant les événements du 28 septembre 2009. N'avez-vous eu aucune information, donc aucun service de renseignement sur la présence de ces personnes-là? Précisez bien la question, maître. Il a été indiqué dans les PV, pour certaines personnes ont affirmé que les recrues de Kalia se sont retrouvés ici à la veille des événements du 28 septembre. N'avez-vous eu aucune information de la présence de celle-ci? Merci pour la question. Cette information pleuvait. Mais ce qui est important aujourd'hui, puisque le directeur du centre qui a été à un moment donné mis non-lieu, il est rappelé à ce dossier. J'estime que la Cour aura toute la latitude afin que le colonel puisse bien éclairer la lanterne de la Cour. Donc il y avait avant que le colonel ne soit là. Est-ce que vous avez une information sur ces recrues? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Donc, vous voulez nous dire que vos services de renseignement étaient défaillants? C'est vous qui le dites. Ou bien vous voulez nous dire, vous voulez nous amener